C'est Marc Fesneau qui est député du Loir-et-Cher et président du groupe Les Démocrates à l'Assemblée nationale. Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. C'est une urgence nationale. Annie Genevard, depuis le Salon de l'Agriculture, vous y étiez également hier, vous y retournez d'ailleurs, a appelé à relancer productivité et compétitivité, pilier du grand réveil alimentaire qu'elle appelle de ses voeux. Comment est-ce qu'on fait avec le Mercosur qui se pointe là pour sauver notre agriculture? Ce sont des mots tout ça. Annie Genevard, à juste titre, dit ce que nous avons beaucoup dit les uns et les autres, et la modestie oblige à dire que nous l'avons tous beaucoup dit et nous ne l'avons pas toujours réussi à le faire. Ah, vous le reconnaissez? Sinon la question se poserait pas. Enfin, je veux dire, la vie politique, c'est pas d'annoncer simplement il faut, et puis de pas constater ce qu'on a pu faire et ce qu'on n'a pas pu faire. J'ajoute une petite digression. Le sujet de compétitivité et de revenus des agriculteurs, ça n'a rien à voir avec le Mercosur. Le Mercosur, il n'est pas en place. Donc la situation va mal. Attendez. Non mais la situation va mal. Pas à cause du Mercosur. Nous sommes d'accord. On a peur de quelque chose qui n'est pas existant. Je rappelle qu'on nous avait expliqué que le CETA, c'était la fin du monde, quand même, et qu'à la fin, le solde est positif de quasiment 1,5 milliard d'euros. Non, mais ce que je veux dire pour finir là-dessus, c'est que nous avons besoin de retrouver de la compétitivité, nous avons besoin de travailler sur les filières. Et la vérité m'oblige à dire aussi que ça nécessite de l'investissement sur le temps long. Je vais vous donner un exemple concret. Nous avions lancé, il y a 3 ou 4 ans, un plan de souveraineté fruits et légumes. Pourquoi ? Parce que 50 à 60% des fruits et légumes qu'on consomme en France ne viennent pas de France. Bon. Alors que nous étions une puissance non seulement autosuffisante, mais aussi exportatrice. Ça nécessite des moyens parce que on replante des vergers. Vous pensez bien qu'on replante un verger, c'est pas d'une année sur l'autre. Il faut faire du matériel, il faut investir dans la robotique. Donc, je souhaite, moi, qu'on ait une politique de continu d'effort sur, par exemple, les fruits et légumes, plutôt que d'une année sur l'autre, on réponde simplement à la crise, parce que si on répond simplement aux crises, en fait, on prépare pas. Et ça veut dire quand il y a 2 ans, vous étiez ministre avant Annie Genevard, vous étiez en pleine crise de janvier 2024. 2 ans après, on pourrait vous dire rien n'a bougé. Donc là, vous répondez il faut du temps long. Non. Il faut accepter qu'en temps politique, si on pense que c'est l'immédiateté qui répond, on ment aux gens. C'est comme j'entends parler de gens qui disent il faut faire une loi d'urgence. On en est à la 4e loi agricole. Soit on fait des mauvaises lois, auquel cas il faut s'interroger. Donc celle qui arrive, ça va servir à rien donc. Mais j'aimerais déjà que celles qui ont été votées, en 23, 24, 25 soient appliquées. Ce qui n'est pas le cas. La moitié des décrets d'application de ces lois-là ne sont pas mis en œuvre. Quand nous donnons une intention du législateur, ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. On met en scène quoi ? On met en scène en faisant ça l'impuissance parlementaire. Je croisais hier des gens sur des questions d'eau en particulier, c'est un sujet au salon, qui est très important, comme vous savez, pour l'agriculture en particulier, mais pas seulement dans le sud de la France. On a voté des textes, il n'y a pas les décrets d'application. Donc on va pas. À quoi ça sert d'en rajouter un ? Mais c'est le gouvernement que vous soutenez, c'est le président que vous soutenez. Si vous voulez me dire, j'entends bien, vous n'êtes pas dans l'opposition quand même. Mais je suis pas dans l'opposition. Mais est-ce qu'on peut ne pas être dans l'opposition, être solidaire et en même temps dire il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire comme on voudrait les faire. Le job n'est pas fait. Et donc le job des parlementaires, c'est pas d'annoncer il faut une nouvelle loi. Le job des parlementaires, c'est j'ai voté une loi. Monsieur ou madame gouvernement, où est-ce qu'on en est des décrets d'application ? Parce qu'en France, le verbe suffit parfois pour imposer je sais pas quoi. Et donner le sentiment qu'il suffit. On est un pays qui adore faire de la loi. Et qui passe son temps à dire qu'il y a trop de lois, trop de réglementations. Vous nous dites ce matin, moi j'ai fait le job, moi Marc Fesneau, mais c'est pas appliqué. Je n'ai pas dit ça. Si. Non, je dis pas ça. Je dis que, aux différentes fonctions qui étaient les miennes, j'ai essayé de faire ma part, mais comme parlementaire, je considère que mon rôle, désormais, c'est de vérifier que la loi que j'avais essayé d'initier, qui n'était pas parfaite, c'est pas le sujet, elle soit appliquée, au moins que celle-là soit appliquée. Que la loi sur les entraves de juillet dernier, vous savez la polémique que ça avait créé sur certains dispositifs, elle soit appliquée. Au moins, celle-là soit appliquée aussi. Vous avez vu Annie Genevard, la ministre, a fustigé, je la cite, les apprentis sorciers de la décroissance qui nous expliquent avec une tranquille assurance qu'il faudrait produire moins pour produire mieux. En creux, l'environnement, le respect de l'environnement, ça ne compte plus. Alors que le président, il a dit produire, préserver, protéger. Non, mais est-ce qu'on peut, on peut imaginer qu'on peut produire sans protéger et pas être adepte de la décroissance? Ça se combine, hein. Enfin, je veux dire, faut pas raconter. Parce qu'elle dit, celle qui vous a succédé, elle dit que nos exploitations sont trop petites, grosso modo. Elles ne peuvent pas concurrencer ce qui arrive, qui déboule de l'étranger. Mais nous ne concurrencerons. Non, attendez. Nous sommes dans un espace qui est petit.
nous sommes à une contrainte foncière qui n'est pas celle des Brésiliens, pas celle des Canadiens, pas celle des Américains. Le rendement en France, c'est moyen, en blé. Pour donner un exemple très concret, c'est entre 50 et 60... Attendez, c'est entre 50 et 60 quintaux. Aux États-Unis, c'est 15 à 20 quintaux. La différence, c'est quoi? Donc on devrait dire, nous sommes beaucoup plus compétitifs qu'eux. La différence, c'est qu'eux, ils ont des millions d'hectares supplémentaires par rapport à nous. Donc on ne va pas se comparer avec les autres sur ce sujet-là. On a besoin, nous... Parce que notre espace est contraint, on a des sujets d'ailleurs d'artificialisation des sols, tout le monde dit il faut arrêter, en fait tout le monde continue, peu importe, enfin peu importe pas d'ailleurs. Mais on a besoin de préserver cet acquis-là parce que c'est une ressource pour nous qui est absolument centrale. On ne peut pas changer de terrain. On va mourir, on va mourir en France avec l'agriculture, on ne tiendra pas le choc, parce que quand même la concurrence, elle est gigantesque en face. Mais oui. Elle est jusqu'alors... faire croire que nous ne sommes pas compétitifs est en partie inexact. Nous sommes à un haut niveau de compétitivité, par exemple, sur les céréales. Nous sommes à un haut niveau de compétitivité. Ça ne veut pas dire que ça va bien, hein, pour ce qui est du revenu, parce qu'on a 3 années. L'industrie agroalimentaire va mal. C'est nouveau. Parce qu'on a c'était un fleuron chez nous. Elle va mal, en particulier. Je pense qu'elle va mal, en particulier parce qu'elle peut pas procéder aux investissements dont elle aurait besoin, parce que les marges dégagées. Mais ça, c'est le sujet avec la grande distribution, pardon. Et la grande distribution se cache. D'ailleurs, Annie Genevard a eu raison de les rappeler à l'ordre, et se cache derrière. Pour citer une marque, Coca-Cola, en disant c'est affreux la marge que fait Coca-Cola, mais Coca-Cola, c'est l'arbre qui cache toute la forêt des industries agroalimentaires qui, elles, souffrent. Si vous ne dégagez pas assez de marge pour investir, par exemple pour la décarbonation, par exemple pour la compétitivité énergétique, par exemple pour les nouveaux process industriels, à ce moment-là, nous aurons un problème. Et donc, on a un sujet. Mais faut arrêter dans ce pays. C'est pas parce qu'on dit qu'il y a des choses qui vont bien qu'on nie qu'il y a des choses qui vont mal. Je disais ça hier au salon de l'agriculture. Il y a des filières qui, en ce moment, vont mieux. La filière viande bovine, paradoxalement, malgré la dermatose, qui est un drame pour les éleveurs qui en ont été victimes, la filière n'a jamais vu les prix de la viande aussi élevés depuis des dizaines d'années. Le lait va plutôt mieux. Parlez-en aux gens de l'Ouest. Par contre, les grandes cultures vont mal. Donc c'est ça qu'il faut essayer de regarder. C'est comment on ajuste. Mais il y a des mesures de court terme. La difficulté du sujet agricole, c'est qu'on passe trop notre temps, mais j'en suis moi-même coupable, si je peux dire, à gérer l'urgence de la crise et à pas regarder l'avenir. Oui. La question... Il y a une loi qui arrive. On ne sait même pas si elle sera votée avant 2027 parce que le calendrier est contraint. Non mais est-ce qu'une loi va régler le problème? Pardon. On a un sujet viticole. Sur cette radio, on sait de quoi on parle. Attendez. Par exemple, est-ce qu'il faudra des bassines? Est-ce qu'on mettra enfin des bassines, oui ou non? Mais les agriculteurs les bassines sont une solution dans certaines régions. Il y a des régions où on a un sujet... Non. Les régions où on a des prairies ou au-delà de l'élevage, on ne va pas arroser des prairies, ok? Quand il y a de la sécheresse, on va avoir un sujet. Donc on a besoin de trouver de l'autonomie alimentaire. Donc on a besoin que les gars fassent un peu de la prairie, mais aussi un peu de maïs, qu'ils puissent arroser. Donc c'est pas bassine ou pas bassine pour sauver l'agriculture. Il faut des réserves. C'est pas que des bassines d'ailleurs. Il y a des réserves collinaires. Il y a ce qu'on est en train de travailler sur le rechargement des nappes. Mais il y a aussi les économies d'eau. Et publier les décrets, comme vous l'avez dit, de ce qui n'est toujours pas... Mais ça, c'est notre travail de parlementaire, de faire la pression sur le gouvernement. Marc Fesneau, la loi de fin de vie, il y a ce vote aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous, le MoDem, vous allez voter le texte tel qu'il a été augmenté, alors, si je puis dire? C'est un peu, la position dans laquelle je suis est un peu, non pas difficile, mais tous les groupes ont pris la même position, il n'y a pas de consigne de vote de groupe. Ah, c'est compliqué. Mais non, mais c'est pas. Vous êtes sur des sujets de conscience. Quand sur des sujets de conscience, on peut légitimement penser que ce que pense mon collègue n'est pas tout à fait ce que je pense ou ce que pense. Enfin, donc il n'y aura pas de consigne de vote. Je rappelle que le groupe la dernière fois, c'était en gros 40% pour et le reste entre contre et abstention. Voilà, je m'étais moi-même abstenu. Aujourd'hui, tel qu'il est posé, il y a eu des dérives là. Alors, il va y avoir des. Vous, Marc Fesneau. Oui, attendez, je viens vous répondre. Oui. Je vous dis, aujourd'hui. Il va y avoir une deuxième délibération parce qu'il y a un certain nombre de choses. Aujourd'hui, si le texte restait en l'état, je voterais contre. C'est très simple parce que je trouve qu'on a ouvert la boîte à des choses que je considère comme dangereuses. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas conscience, comme tous les Français, des drames. Ça va trop loin. Et je trouve que ça va trop loin et qu'on ouvre la porte à quelque chose qui peut risquer, notamment pour les plus modestes, de dire en fait je ne veux plus être un poids pour ma famille, pour la société, etc. Et je ne veux pas qu'on rentre dans cette société-là. Voilà. Et donc à date, mais je ne viens pas contraindre mon groupe et donner des consignes à mon groupe parce qu'il y a vous savez que c'est Olivier Falorni qui le fait d'ailleurs avec beaucoup de, comment dirais-je,
de subtilité et de sens de la mesure. Et je pense qu'il y a besoin de mesure dans ces sujets-là. Ceux qui naviguent là-dedans avec des certitudes, je leur dis bravo, félicitations à vous, mais vous manquez un peu de... Ce qui est nouveau, c'est de déléguer à un soignant la possibilité de... Et puis ce qui avait été introduit en première lecture, ce qui avait justifié d'ailleurs pour moi de l'abstention, c'était l'idée qu'il y avait un délit d'entrave au droit... et moi, j'ai du mal à qualifier ce que c'est qu'un délit d'entrave dans ce registre. Voilà. Marc Fesneau, Charles Kushner, avons-nous besoin de mettre à mal notre vieille amitié franco-américaine? L'ambassadeur, vous savez, en poste à Paris, qui ne s'est pas présenté à la convocation de Jean-Noël Barrot, ministre modem des Affaires étrangères, il est de chez vous, qui lui n'a pas toléré le commentaire de l'ambassade des États-Unis à la suite de la mort de Quentin Dorenc à Lyon. L'ambassadeur disait, au fond, extrémisme violent de gauche, menace pour la sécurité publique chez nous en France. Jean-Noël Barrot lui avait répondu qu'il n'avait aucune leçon à recevoir de l'international réactionnaire. Qu'est-ce que c'est que ce coup de sang de la part de Jean-Noël Barrot? Est-ce que c'est si grave que Madame Meloni ou Monsieur Trump, via son ambassadeur, se préoccupe peut-être de ce qui peut nous menacer? Je ne suis pas sûr que ce soit le rôle d'un ambassadeur. Je ne suis pas sûr que ce soit le rôle d'un ambassadeur de venir faire irruption dans la vie politique intérieure, y compris les drames intérieurs que peut vivre un pays. Je ne crois pas que ce soit le rôle d'un ambassadeur. Et vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de forces. Enfin, il suffit de voir M. Bannon, parce que tout ça procède quand même d'une histoire qui n'est pas tout à fait récente. Ils ont décidé de venir imposer leurs vues et leurs idées politiques dans l'espace politique européen. Bon, on a quand même le droit de considérer que nous n'avons pas comme modèle les théories qui sont développées par M. Trump, par les gens de MAGA et de leur mouvement. On a le droit de dire ça quand même. On est aussi en légitimité. C'est pas la peine de parler de souveraineté si on laisse en permanence des gens venir se mêler de notre débat public. On se mêle pas du débat public Trump, américain. C'est l'international réactionnaire. Vous êtes d'accord avec ce que dit Jean-Noël Barrot? Trump, manifestement, Meloni, je suis pas sûr qu'on soit dans le même registre tout à fait, même si on combat évidemment ses idées. Mais il y a une espèce d'international de gens. Alors on voit bien, c'est Monsieur Orban, c'est Monsieur Trump qui essaie de pousser les feux au niveau international d'une vision du monde qui est la vision réactionnaire, qui est une vision brutale, qui est une vision qui met à mal les relations internationales. Bon, on a le droit de ne pas être d'accord, parce que nous, on considère que c'est pas la vision qu'on doit avoir et que c'est pas servir les intérêts, non pas français seulement, mais les intérêts du monde. Vous avez vu Jean-Luc Mélenchon qui a confirmé hier soir son soutien à la jeune garde, Mordicus, conférence de presse devant ce qu'il appelle désormais les nouveaux médias, c'est-à-dire c'est pas nous, c'est d'autres médias. C'est les médias qui choisissent. Voilà. C'est-à-dire que monsieur Mélenchon a décidé de qui était la Pravda. Donc il fait la Pravda, il crée la Pravda et il parle qu'à la Pravda. Conception démocratique intéressante. Je ne souhaite pas que des gens comme ça puissent être au pouvoir, je vous le dis, parce que franchement c'est une conception bizarre, parce que si par principe vous ne parlez qu'avec les gens avec lesquels vous êtes d'accord, vous avez un petit sujet de rapport à la démocratie. Si ça vous ennuie qu'un journaliste vous pose une question, alors je viens pas à Sud Radio me faire questionner comme ce matin, et deux, je me dis, mon Dieu, monsieur Akili m'a posé une question qui m'embête, et donc ça n'est plus mon journaliste préféré, vous voyez? C'est quand même une déviance de l'esprit qui est grave, soutien à la jeune garde, Mordicus, alors il y a quelque chose, pardon, je vous le dis, quelque chose que je ne comprends pas. Il suffisait à monsieur Mélenchon et à ses amis de dire nous avons des brebis galeuses et nous allons faire le ménage. Et en fait, il nous dit je n'ai pas de brebis galeuses, donc je n'ai pas à faire le ménage. Au motif que la personne, le Quentin, qui a été roué de coups, quand même battu à mort dans la rue par 10 contre 1 ou 12 contre 1, tout ça est vraiment tragique. Au motif que c'est pas moi, c'est un collaborateur. C'est pas moi. Et puis, en fait, au filigrane, il avait pas des bonnes idées. Mais c'est pas parce qu'il avait pas des bonnes idées, qu'on n'est pas d'accord avec ses idées, qu'on doit être obligé de le battre à mort dans la rue. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il fait, Mélenchon? C'est quoi? Dérive. C'est à la dérive. Oui. Voilà. C'est un bateau sans cap. Et c'est regrettable parce que je trouve que dans la vie publique, c'est pas regrettable pour lui, mais dans la vie publique, nous aurions besoin de gens qui aient un peu des caps, qui aient un peu une structure politique et qui ne viennent pas accréditer la thèse que tout se vaut, une espèce de relativisme général, et qu'au fond, d'avoir des gens qui professent des pratiques violentes, j'entendais l'autre jour, autodéfense pacifique. Je sais pas ce que c'est l'autodéfense pacifique. Parce que si on est dans l'autodéfense, c'est la loi du chacun pour soi, et c'est plus le règne de l'état de droit collectif. C'est antinomique à vos yeux. Marc Fesneau, quelle idée? C'est ni RN à vos yeux, vous au Modem, c'est ni RN
ni LFI, Oui, mais ni... c'est très clair. C'est Nini. Le mieux pour éviter le Nini, c'est de pas avoir à choisir entre et. Donc, pour éviter le Nini, il faut qu'il y ait d'autres voix qui s'expriment pour expliquer que dans ce pays, on n'est pas forcé de se retrouver entre Mélenchon et Bardella ou Mélenchon et Le Pen. Il y a une majorité de gens qui peuvent avoir envie d'autre chose. Donc, à nous de construire ça et pas se mettre dans le truc dans la logique de vous aurez à choisir entre ces deux extrêmes. Nous n'avons pas envie de choisir entre ces deux extrêmes parce que nous ne voulons pas de ces deux extrêmes, parce que ça n'est pas l'intérêt du pays. Et donc, nous allons, Modem, avec nos forces, avec ceux qui peuvent avoir envie de faire ça, essayer de trouver les voies et moyens, du rassemblement, et ne pas un rassemblement contre Mélenchon ou contre Le Pen, mais d'un rassemblement qui permettent de dire autre chose est possible dans ce pays. Alors ce qui était dit, notamment du côté d'Emmanuel Macron, dans votre famille politique élargie, si je puis dire, c'est que le RN était hors le champ républicain. C'est le cas à vos yeux, vous, Marc Fesneau, de LFI aujourd'hui? Moi, non. Moi, j'ai jamais dit ça. De l'arc républicain. Non. Oui. J'ai jamais dit ça. Si des forces sont hors du champ républicain, à ce moment-là, il faut les interdire. Mais dès lors qu'elles ne sont pas interdites et qu'elles peuvent concourir aux élections, elles ne sont pas hors du champ républicain. Ils peuvent avoir des discours non républicains, ils peuvent avoir des pratiques non républicaines, mais ils ne sont pas hors champ, parce que sinon on les ultime question pour s'opposer à ce que vous dites, pas cette finale-là, en 2027, il faut un candidat de la droite et du centre. La question qui est posée régulièrement, il faut une primaire, il faut y aller, Moi je crois pas, Mais... Démonstration n'a pas été faite de l'utilité de la primaire, parce que la primaire, elle vient radicaliser le camp. Donc c'est celui, comme théorie que vous connaissez bien de François Bayrou, théorie des noyaux durs. Donc on gagne sur la partie la plus radicale. Et à la fin, on est incapable de parler au reste des Français. Dernière question ultime. François Bayrou, vous dites 2027, pourquoi pas? Non, François Bayrou, il est totalement mobilisé dans sa campagne à Pau. Non, pas pour l'instant, mais... Non, mais... Oui, vous le verriez en 2027? Je vous dis qu'il est totalement mobilisé dans sa campagne à Pau et que son sujet, c'est d'abord ça. Et le deuxième, c'est de faire en sorte que puisse émerger quelque chose de 2027, mais c'est pas lui qui est principalement devant. Bon, c'est vous pas êtes prudent. Non, je suis pas prudent. Mais je suis pas le porte-parole de François Bayrou pour ça. Mais il viendra vous le dire s'il a envie de vous le dire. Mais je crois qu'il est vraiment mobilisé, à la fois au niveau national sur éviter le nini auquel on serait confronté, et à ces élections à Pau. Merci, Marc Fesneau.